montrer de mon mieux comment le sentiment antichrétien, assez limité et obscur à la fin du XVIIe siècle, avait trouvé une expression sinon brillante, du moins très efficace dans Boulainvilliers, avait réussi à faire une synthèse de l'anticléricalisme et de l'esprit aristocratique. Comment, avec plus d'adresse, Montesquieu avait repris les mêmes thèses, et plus de prudence aussi. Et comment le régime du régent, en habituant les gens à l'indiscipline morale, religieuse et intellectuelle, avait préparé la montée d'une génération impie dont le chef-d'œuvre fut l'encyclopédie. Tel était le portrait que je voulais vous faire en vous montrant les cadres, les techniques et les moyens de l'encyclopédie. Veuillez seulement ajouter à ce que je vous ai dit ici, parmi les collaborateurs de l'encyclopédie, le nom du chevalier de Jaucourt, qui a été avec Diderot, mais un peu en dessous de Diderot, très en dessous de Diderot, l'homme à souffert de l'encyclopédie, et qui lui était un de ces aristocrates athées, comme il y en avait pas mal au XVIIIe siècle. Et puis également un grand écrivain que j'aurais dû nommer hier, qui était l'abbé de Condillac. L'abbé de Condillac de la famille des Mably était un parfait honnête homme, était un très bon prêtre, mais intellectuellement c'était un sensualiste. Et tout en étant un bon prêtre, il a collaboré à l'encyclopédie et il a continué, prolongé dans l'encyclopédie le courant sensualiste. Pour lui, toutes les idées venaient des sens et il a même publié 2 gros livres sur ce sujet. Ayant donc parlé des amis, de la structure, de la force et des techniques de l'encyclopédie, je vais maintenant vous parler de ses ennemis. Le principal de ses ennemis, mais le plus faible, était le roi. Le roi était intelligent, mais le roi lisait assez peu. Et la philosophie l'ennuyait. Il était beaucoup plus adroit en cuisine qu'en philosophie. Très bon cuisinier. Le roi était pieux, naturellement avec les limitations que comporte une vie dissolue. Mais quand un livre impie tombait sous sa main, il exprimait son indignation qu'on lui laissait paraître. Par exemple, quand le dictionnaire de philosophie de Voltaire parut et que quelqu'un à la cour le montra au roi, Louis XV en fut tellement indigné qu'il fit casser au gage le censeur qui avait accepté ce livre. Mais le reste du temps, il ne s'occupait pas de la question et ne prit jamais position nette au sujet de l'encyclopédie. D'autant plus que, je vous l'ai dit hier, sa maîtresse, Madame de Pompadour, l'avait habitué à tolérer et goûter les encyclopédistes. À côté de lui, au contraire, la reine, qui, vous le savez, était une Polonaise extrêmement pieuse. La reine était la protectrice née de tout ce qui était écrivain catholique. Mais la reine était très timide de nature et très prudente par méthode. Elle ne voulait pas empiéter sur son mari et d'autre part, elle n'avait pas un esprit très original ni très audacieux. Vous savez qu'étant en deuil d'une princesse allemande, sa cousine, elle avait renoncé à jouer aux cartes jusqu'au jour où M. de Malesherbes, entrant et voyant les serviteurs, la reine, les dames écroulées d'ennui, M. de Malesherbes dit « Mais madame, le piquet est deuil.
À partir de ce jour, la reine le considéra comme l'homme le plus intelligent de la cour. Donc, ce n'était pas une personne de beaucoup d'initiative, ni d'une finesse d'esprit très grande. Pourtant, elle réussissait à faire aider certains écrivains catholiques, comme nous le verrons tout à l'heure, par son père Stanislas Leczinski, lequel était un Polonais excellent, plutôt intelligent, mais avec ce côté optimiste et peu capable de nuances subtiles que certains Polonais possédaient et possèdent. Plus intelligent et plus actif était le dauphin Louis. Mais il n'y avait pas d'intimité entre Louis XV et le dauphin Louis. Et même, parfois, quand le dauphin Louis voulait intervenir, le roi le traitait assez durement. Au moment du renvoi des Jésuites, le dauphin Louis voulut les sauver et fit une intervention auprès de son père qui lui dit « Allez voir Choiseul ». Il alla donc voir Choiseul, lequel l'insulta. Le dauphin Louis, donc, dans sa sphère, fit tout ce qu'il put pour défendre les écrivains et la cause catholique, mais il mourut jeune et il n'eut jamais un crédit énorme. Parmi les évêques qui auraient pu soutenir les écrivains catholiques, la doctrine était plutôt, et elle l'est encore, de ne jamais rien lire, ni de bien, ni de mal, sauf les œuvres de piété, ce qui permet de bien dormir la nuit et même l'après-midi. Deux d'entre eux seuls eurent un peu de courage au XVIIIe siècle. Le premier fut l'évêque de Paris, archevêque de Paris, Christophe de Beaumont. C'était un homme, lui, courageux et intelligent et capable de lire, qui fit un certain nombre de mandements ou de lettres, en particulier la lettre qu'il écrivit au sujet de l'Émile est bien écrite, très intelligente, et contient peut-être le meilleur portrait de Rousseau que l'on fit jamais. Mais il avait autre chose à faire, car vous savez, et vous pensez que la région de Paris n'est pas une région facile à conduire pour quelqu'un comme Christophe de Beaumont, et que bien qu'elle fût très importante au point de vue ressources, elle l'était aussi au point de vue péché. Par conséquent, il ne pouvait pas consacrer beaucoup de temps à toutes ces histoires littéraires. Il lutta pourtant contre les encyclopédistes. Un autre, l'évêque du Puy, Lefranc de Pompignan, s'efforça aussi à écrire des lettres et des mandements pour barrer la route aux encyclopédistes. Mais son nom n'était pas heureux. Vous savez que nous autres Français, nous avons beaucoup de défauts et la qualité de pouvoir jouer avec les mots. Eh bien, Lefranc de Pompignan, c'est un mot qui fait rire, j'y peux rien, c'est comme ça. Alors, il n'avait pas un très grand succès, il était très facile à M. de Voltaire de faire d'horribles plaisanteries sur lui et sur son frère, comme je vous le dirai plus tard. Leurs mandements, donc, et leurs lettres épiscopales ne furent pas d'une extrême efficacité. D'autant plus que, messieurs, le XVIIIe siècle français avait une habitude qu'on a perdue. Je ne peux pas dire qu'elle était bonne, mais je peux dire qu'elle était drôle. À la fin de chaque année, les écrivains, pas très honorables, ni même pas très doués, mais tout de même fort drôles, publiaient des Noëls. C'était des chansons sarcastiques, je vous dirais, une strophe d'un Noël tout à l'heure, des chansons sarcastiques où on supposait que devant la crèche défilaient tous les personnages importants de l'année, tous ceux dont on avait parlé, et tous ceux dont on voulait se moquer. Et naturellement, quand un évêque avait fait un mandement contre l'encyclopédie, contre Voltaire, contre Diderot, on l'amenait et lui, on lui faisait rendre hommage, non pas à Jésus, mais à l'âne. Et par conséquent, vous voyez toutes les scènes que ça pouvait donner. C'est Noël dans l'opinion publique, vous comprenez, à une époque où il n'y avait pas de journaux populaires, il n'y avait pas de quotidiens, ces Noëls ont joué un rôle considérable et ont été un des moyens, un des seuls,
que les philosophes usent pour toucher le peuple, le petit peuple, et la petite bourgeoisie, car dans l'ensemble, le petit peuple et la petite bourgeoisie restaient très fidèles au christianisme. Après 1760, la situation fut encore pire, parce que un groupe de prêtres se livra corps et âme d'encyclopédistes. On les nommait les évêques administratifs. Le plus fameux fut l'homénie Brienne, mais il y en a eu d'autres. Ces prêtres-là étaient vraiment beaucoup plus dévoués à la philosophie et surtout à la politique et surtout à leur ambition personnelle, quoi que ce soit d'autre. Choiseul se servit même de l'homénie de Brienne pour fermer les couvents, le plus grand nombre de couvents qu'il put, en créant une commission présidée par l'homénie de Brienne qui devait vérifier l'utilité et l'activité des couvents. C'est vous dire que Choiseul, c'était un impie, comme je vous en montrerai tout à l'heure, réussit à débaucher une partie du clergé et à la corrompre entièrement. Ceux-là ne pouvaient qu'aider l'encyclopédie. Bien plus efficace pour lutter contre l'encyclopédie fut la polémique de quelques esprits courageux. 2 ou 3, dont un se détache de tous les autres. Celui-là s'appelait Élie Fréron. Il était né en Bretagne, bien que sa famille fût d'origine méridionale. Il y a un bon livre sur lui, du chanoine Cornu, j'espère que vous l'avez ici. On vient de passer à Rennes une très bonne thèse sur son sujet que je tâcherai de vous faire envoyer. Élie Fréron était donc né vers 1712, quelque part en Bretagne, non à Quimper. Mais il vint à Paris et en 1743 publia un livre très drôle contre la maçonnerie. Il appelait ça « Lettre à une dame », et dans ce livre, il donnait un compte-rendu excessivement amusant d'une séance de loge burlesque. Il avait touché juste, il avait vu la vraie façon de combattre la maçonnerie en montrant sa sottise, ses prétentions vaines et ce ridicule qu'elle se donnait en voulant singer les cérémonies des religions établies. La carrière de Fréron, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, fut une carrière de bataille constante. Et il mourut sur la brèche en 1776. Vous serez étonnés, quand je vous donnerai le détail de ces épreuves, du courage et de l'assiduité de cet homme qui, entre 43 et 76, ne cessa chaque année de se battre. Mais il avait pour lui un style admirable. Et il avait pour lui ce sentiment du comique, messieurs, qui nous aide tellement à vivre, nous autres Français. Je vous avoue que pour moi, si pendant mes 7 années de prison, je n'avais pas eu, avec une foi chrétienne qui m'a beaucoup aidé, essentiellement, si je n'avais pas eu le sens du ridicule, je crois que je serais mort d'ennui. Donc, Fréron avait cela. Et Fréron était de beaucoup le meilleur critique littéraire de tout le XVIIIe siècle français. Aussi donc, il faisait une peur horrible aux écrivains de l'époque qui avaient l'habitude de se faire ceci les uns aux autres. Mais comme Fréron n'écrivait ni roman, ni pièce de théâtre, ni rien de semblable que l'on pût dénigrer, et qu'il n'attendait pas qu'on lui rendît l'appareil, il osait dire très franchement de chaque écrivain ce qu'il en pensait, et son jugement était à la fois fin, original, courageux et amusant.
Donc il avait un gros public. C'est pour cela que Voltaire le haïssait et que Voltaire fit contre lui cette épigramme fameuse qu'il faut que vous connaissiez. L'autre jour, au fond du vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que pensez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva. Mais le public donnait raison à Fréron. Quand, en 1770, Pigalle fit une statue incroyable, c'est encore à la Comédie Française de Voltaire, où on voyait Voltaire tout nu, l'un des Noëls de cette année-là chantait ceci. Voici l'auteur de l'ingénu. Pigalle nous le montre tout nu, Monsieur Fréron le drapera, Alléluia. Ainsi, le public était assez bien divisé entre Fréron et ses ennemis, mais malheureusement pour Fréron, vous le verrez, l'administration était presque entièrement favorable aux encyclopédistes. À côté de lui, d'autres écrivains ont lutté, mais ils n'ont pas lutté d'une façon continue. Vers la fin du siècle, Gilbert, 1750-1780, qui était un poète assez doué. Mais vous savez, un de ces poètes du XVIIe siècle qui n'avait en rien le sens de la poésie. Peu importe. Mais il était doué, il faisait bien les rimes, c'était un honnête homme, et il fit un poème sur le XVIIIe siècle, il dédia à Fréron, et qui était une satire aussi juste que courageuse. En 1780, c'était le roi Louis XVI qui donc lui donna une pension et le soutint, mais le pauvre gars avait plus ou moins crevé de faim et mourut de tuberculose peu après. Un peu auparavant dans le siècle, un jeune freluquet qui s'appelait Palissot avait pendant quelque temps attaqué les philosophes. Je vous montrerai dans un instant à l'occasion de quoi. Il avait fait une pièce très drôle qui s'appelait Les philosophes, où on les voyait se déchirant entre eux et puis déchirant le public, et où on voyait ce pauvre cher Rousseau à quatre pattes mangeant de l'herbe. Cette pièce avait eu beaucoup de succès et les philosophes en avaient été furieux. Mais Palissot était un freluquet, comme je vous l'ai dit, et il s'est dédié, redit, etc. Au fond, ça n'a pas eu une grande importance. Il y en a eu quelques autres, comme Moreau, l'écrivain, et également un certain nombre de jésuites qui, avec courage, je vous donnerai leur nom tout à l'heure, avec un certain courage, luttèrent par des critiques, mais comme leurs critiques étaient ennuyeuses, et que certains d'entre eux avaient des noms ridicules, ce qui permettait à Voltaire, toujours à droit, de faire des critiques très drôles. Il y en avait un qui s'appelait Nonote. Eh bien, on ne peut pas écrire une bonne critique qui s'est signée Nonote, il n'y a pas en France. Donc, ces pauvres jésuites, je ne dis pas qu'ils perdaient leur temps, mais tout cela n'était pas d'une grande efficacité, d'autant plus que ces jeunes gens luttaient en ordre dispersé. Stanislas Leczinski, qui avait été à un moment le centre de la résistance, est mort assez tôt. Et sa disparition a laissé un trou. Il n'y avait plus de point d'appui pour la lutte contre l'encyclopédie. Ainsi, ces hommes n'avaient pas de relation. Et alors que les encyclopédistes avaient entre eux des liens extrêmement nombreux et qu'ils avaient pour eux la plupart des censeurs, vous verrez que c'était important, leurs adversaires étaient désarmés et combattus même par les censeurs. Ceci ne veut pas dire, messieurs, que la vie de l'encyclopédie ait été entièrement facile. Car malgré tout, il faut se rappeler que la France du XVIIIe siècle, qui comptait, à mon avis, 20 millions d'habitants, était une France où il y avait au moins 90% des habitants qui étaient pratiquants catholiques. Si l'on compte que les gens du monde et de la cour
représentait à peu près 50 à 60 000 âmes. On a le total, et dans ces 50 ou 60 000 âmes, toutes n'étaient pas également impies, ni même toutes n'étaient pas impies. Surtout les femmes. Ah, mes chers amis, quand vous confesserez, vous verrez que l'un des dons les plus divins que Dieu a fait à la femme, c'est son incohérence. Et ainsi, Frère François est demandé à la porterie. Frère François. Donc, vous verrez cela, et c'est une des choses qui, au XVIIIe siècle, permettait à une dame d'adorer Voltaire et d'aller à la messe très pieusement. Pourtant, l'encyclopédie eut une bataille, parce qu'il y avait au Parlement un certain nombre d'esprits vigoureux et justes. L'accusateur public s'appelait Joly de Fleury. Et Joly de Fleury était un chrétien sincère, et Joly de Fleury était l'ennemi personnel et familial de M. de Malesherbes. Par conséquent, il y avait là une lutte, car Joly de Fleury était toujours à l'affût de tout ce qui pouvait embêter, enquiétiner et même emmerder M. de Malesherbes, et s'il pouvait l'atteindre en portant un coup à un écrivain protégé par Malesherbes, il le faisait. Ainsi, de ce côté-là, les encyclopédistes devaient faire attention. Et d'autant plus que Diderot était déjà quelqu'un qui avait été repéré. Les premiers ouvrages de Diderot avaient fait scandale. En 1945, il avait publié un essai sur le mérite et la vertu qui était athée. Il n'avait pas mis son nom, heureusement pour lui. En 1946, ses pensées philosophiques étaient plutôt panthéistes. Enfin, ce n'était pas non plus très orthodoxe. Et en 1949, les lettres sur les aveugles étaient d'orientation tout à fait athée, ce qui lui valut d'être expédié à Vincennes, dans les bois de Vincennes. C'était agréable, mais après c'était un peu solitaire quand on était dans une des cellules du palais du château de Vincennes. C'est en allant le voir que Rousseau eut cette vision qui lui fit ensuite écrire son premier discours. Tout cela vous montre que Diderot était repéré, mais Diderot avait une qualité d'acharnement, une qualité de vitalité, et il était malgré tout en relation avec un assez grand nombre d'employés de l'État, ce qui lui permit, à force d'acharnement, de trouver les capitaux d'abord et les souscripteurs pour l'encyclopédie, et puis d'obtenir tout de même l'autorisation de la publier, le privilège. À cette époque, l'importance du privilège était double. Le privilège vous donnait le droit de publier un livre et aussi la garantie que personne d'autre ne pourrait le copier ni le rééditer sans votre permission. C'était une garantie un peu fictive, mais pourtant, c'en était une. Donc, en 50-51, il publia 2 volumes, ce fut un démarrage sensationnel et qui tout de suite fit grande impression en France et peut-être encore plus en Europe. Seulement, en 52, vous voyez, donc 2 ans après qu'il avait eu son autorisation, il eut une catastrophe. Un de ses amis intimes, qui était un abbé, comme beaucoup de gens qui ne croyaient pas en Dieu, il était abbé parce que ça lui rapportait de l'argent. L'abbé de Prades, P-R-A-D-E. C'est une thèse en Sorbonne tellement scandaleuse qu'elle suscita l'indignation en Sorbonne et qu'elle fit une sorte de miracle, qui était de réconcilier les gens, les membres de la Sorbonne qui étaient jansénistes avec ceux qui étaient plutôt jésuites. D'accord, ils ont aussitôt protesté contre l'impiété du moment et en particulier contre l'impiété de l'encyclopédie. Sur la demande de la Sorbonne, l'autorisation de paraître de l'encyclopédie fut donc suspendue le 7 février 52. Ceci se produisait à un mauvais moment pour Diderot. Sa femme était malade, sa petite fille n'était pas en bonne santé.
lui-même avait des ennuis, il était en train de se brouiller avec Rousseau, il était énervé, mais, et là il faut rendre cette justice, Diderot, il avait une vitalité merveilleuse et à force de faire des démarches ici et des démarches là, et surtout grâce à Malesherbes. Car Malesherbes, devant le danger qui se présentait, avait caché chez lui les épreuves et même les feuilles d'impression, les carrés d'impression de l'encyclopédie, en sorte que la police, qui cherchait partout pour trouver les épreuves, pour trouver toute la correspondance et toutes ces choses-là, elle pouvait chercher partout, mais pas chez le directeur de la librairie. Donc, rien ne fut trouvé, et quand, au bout de quelques temps, au bout de 18 mois, le privilège fut rendu à l'encyclopédie, on peut se remettre aussitôt à publier et à continuer brillamment. Grâce à Malesherbes, donc, l'entreprise avait été sauvée. Vers cette époque-là, Madame de Pompadour devint la maîtresse du roi, et aussitôt, les encyclopédistes s'arrangèrent pour l'avoir comme amie. Elle leur fut dévouée, je vous ai expliqué hier pourquoi, et elle exerçait une influence totale sur Choiseul, qui, voulant rester au ministère, voulait rester en bon terme avec la Pompadour. Choiseul lui-même avait une piété que nous dirons mitigée. Il avait dans son château de Chanteloup une très belle chapelle. Et dans cette très belle chapelle, il y avait le beau prie-dieu, et sur chaque prie-dieu, un livre de prière. Mais si vous ouvriez la reliure élégante du livre de prière, vous trouviez dans chaque livre de prière, dans chaque reliure de livre de prière, un livre impie, indécent et choquant. Ça vous donner l'idée à quel point M. Choiseul était impie et scandaleux, et impunément impie et impunément scandaleux. Choiseul, donc, fut presque uniformément favorable aux encyclopédistes, sauf, comme je vous lirai tout à l'heure, en 1758-59, quand il rédigeait des mémoires. Or, il y avait un beau petit débit en pied de marmite, il avait beaucoup d'intelligence, beaucoup de bavardage, mais il n'avait pas de style. Aussi faisait-il rédiger ses mémoires par M. Fréron, qui avait du style, et pendant le temps que M. Fréron rédigeait ses mémoires, il était mieux avec M. Fréron qu'avec les encyclopédistes. Ainsi, l'encyclopédie, à ce moment-là, eut de nouveau une terrible secousse, d'autant plus qu'en fin de 1756, un fou, un demi-fou, ou je ne sais quoi, qui s'appelait Damien, avait poignardé Louis XV à Versailles avec, à vrai dire, un très petit couteau. Mais enfin, il avait poignardé, le sang avait coulé, on avait été inquiet, et il y avait eu, non seulement chez Louis XV, mais également chez ses ministres et chez les gens qui l'aimaient, parce que même des gens comme Malesherbes, qui n'étaient pas très loyaux au régime, avaient une grande affection personnelle pour ce roi, qui était l'homme le mieux élevé d'Europe. Donc, il y eut une réaction à partir de la fin 56, 57, 58, et l'encyclopédie en subit le contre-coup, d'autant plus qu'elle venait de publier un certain nombre d'articles tout à fait impies. Joly de Fleury fit un réquisitoire très nourri et montra à quel point l'encyclopédie était une institution contraire à l'esprit du régime français. M. d'Alembert, qui était un homme de grand talent dans les mathématiques et qui était un homme d'une grande lâcheté dans son caractère, s'était débiné. Il avait quitté l'encyclopédie en février 58. Aussi, Diderot fut-il seul pour recevoir le coup qui était cette fois-ci non plus la suspension, mais la suppression du privilège de l'encyclopédie en juin 1759. Cette fois-là, l'encyclopédie semblait perdue, d'autant plus que, vous le verrez dans un instant, parallèlement, la pièce de
les pièces pour se moquer de l'encyclopédie et de ses amis paraissaient, les livres de la revue de Fréron, l'année littéraire, avait un grand succès, et il y avait toute une efflorescence de livres anti-encyclopédistes. Tout de même, Diderot trouva un argument massu, la morale. C'est assez drôle. Diderot alla de bureau en bureau en disant « Enfin, messieurs, j'ai signé un contrat qui m'engageait à livrer l'encyclopédie tout entière pour une certaine somme qui est payée. Et je suis français. Si vous maintenez votre interdiction, moi qui suis français et la France dont je suis auront volé l'argent de beaucoup d'étrangers. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire ça? Et ainsi, grâce à cette astuce et grâce à l'appui plus ou moins secret de certains fonctionnaires, il obtint non pas qu'on lui rendît le privilège de l'encyclopédie, mais il obtint qu'on lui donnât une tolérance verbale, c'est-à-dire qu'il pouvait publier ce qu'il voulait, et qu'on le laisserait imprimer et terminer sa publication. À partir de ce moment-là, il put publier les derniers volumes, et en même temps, pour le soutenir, Voltaire se livrait à une offensive extrêmement violente de petites brochures qu'il ne signait pas, de petits écrits qu'il ne signait pas, et de tout un bombardement d'impiété et de satire qui, beaucoup plus violente que l'encyclopédie, permettait à celle-ci de continuer sa tâche et d'aller jusqu'au bout en étant sur certains points un peu plus prudent et sur d'autres points un peu moins prudent. La dernière grande bataille se livra en 1760. Le poète Lefranc de Pompignan, frère de Monseigneur Lefranc de Pompignan, fut reçu à l'Académie en mars 1760, à la même époque que Palissot donnait sa pièce « Les philosophes ». Dans son discours de réception à l'Académie, Palissot fit un portrait très violent et très exact du rôle de l'encyclopédie en France comme ennemi de la monarchie, comme ennemi de l'Église, comme ennemi du Christ. Il déclama avec une certaine dignité, même une certaine emphase son discours, et aussitôt tous les philosophes le bombardèrent d'insultes, de critiques et de dénonciations diverses. Pour la contre-attaque philosophique fut d'une extrême violence, et on put se rendre compte à ce moment-là de la position éminente qu'avaient pris les philosophes dans la littérature. Le principal journal littéraire en dehors de l'encyclopédie et le plus riche s'appelait le Mercure de France. Or, le Mercure de France avait été donné comme privilège à Marmontel, qui, vous le rappelez, était l'un des écrivains de l'encyclopédie. Un journal s'était créé qui s'appelait le journal encyclopédique. Vous imaginez que ces journaux-là soutenaient, le Mercure paraissait en France, le journal encyclopédique paraissait à Bouillon, donc vous disiez ce qu'il voulait, sans danger, et l'encyclopédie ainsi soutenue pouvait continuer allègrement sa route et se terminer au milieu d'une sorte de triomphe général, parce que de Russie, d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne, arrivaient des applaudissements de tout un public distingué, aristocrate, et même de certains écrivains, qui disaient à quel point ce travail, ce grand dictionnaire, était unique en Europe, et à quel point il était utile pour la diffusion des Lumières et pour la connaissance des métiers et de la civilisation contemporaine. Devant ce chorus favorable qui venait de tous les coins de l'Europe, le gouvernement royal
laissait faire, et l'encyclopédie parut, comme je vous l'ai dit, avec ses 35 volumes et avec ses 11 volumes de planches. Les encyclopédistes avaient donc, sur ce plan, réussi. Mais ils avaient en même temps fait une action offensive contre leurs ennemis. Les deux seuls ennemis vraiment dangereux contre eux, c'était Rousseau, le grand écrivain, qui dans chaque livre affirmait non pas son obédience à aucune église, mais sa foi en Dieu ardente. Et dans chaque livre, qu'il s'agisse de la Nouvelle Héloïse, d'Émile et des ouvrages moins importants qu'il publiait, redisait qu'à ses yeux, les philosophes étaient de méchantes personnes seulement capables de nier, et il citait même ce petit trait qui chez lui, peu enclin à la plaisanterie, est tout de même assez bon. Il disait quelque part, un philosophe est une de ces âmes généreuses qui prêchent inlassablement aux hommes de s'entendre entre eux et d'envoyer des secours en Chine afin de n'avoir pas à donner d'argent aux pauvres de la paroisse ni aux mendiants de la rue. Ce qui était un trait tout à fait exact pour ce moment-là et pour aujourd'hui. Donc, Rousseau avait tout de même une certaine efficacité et la façon chaleureuse et sincère dont il parlait de Dieu portait dans le grand public et surtout sur les âmes des femmes qui trouvaient là un moyen de revenir même vers le catholicisme avec une chaleur qu'elle n'avait pas auparavant. Tout de même, Diderot le connaissait très bien. Diderot avait vécu avec lui et ces deux hommes avaient été très liés parce qu'ils avaient, avec beaucoup de différences, deux qualités qui les rapprochaient. La première qualité, c'était un amour de la nature que l'un et l'autre avaient très violent, avec des nuances différentes. Mais la deuxième qualité, peut-être encore plus frappante, c'était une certaine chaleur de cœur et d'intelligence. Rousseau avait besoin de trouver dans ses interlocuteurs la chaleur qu'il portait en lui, cette chaleur d'effusion. Et Diderot était un homme, lui aussi, qui aimait les effusions et qui aimait la chaleur intellectuelle et sentimentale. Aussi, les deux hommes avaient-ils été très liés, et comme je crois déjà vous l'avoir dit, mais je vous le dis avec plus de précision aujourd'hui, Diderot, qui était déjà éloigné de toute religion, avait été étonné de voir Rousseau un sincère catholique. Il s'était appliqué à détruire en lui sa foi. Il avait réussi à détruire en lui tout ce qui était le système intellectuel de sa foi, toutes les idées, tous les dogmes. Il avait réussi à briser cela dans la tête de Rousseau, mais quand il a voulu détruire en Dieu cette idée amour que Rousseau avait à l'égard de Dieu, Rousseau s'est brouillé avec lui et ça a été fini pour toute leur vie. Pour bien comprendre l'attitude spirituelle et intellectuelle de Rousseau, l'une des lettres qu'il écrivit à Don Deschamps le 25 juin 1761 vous donne le ton. Don Deschamps était le prieur d'un monastère bénédictin, mais il était en même temps un philosophe qui venait d'écrire 2 livres sur l'athéisme et en faveur d'une nouvelle forme d'athéisme. Il avait envoyé ces livres à Rousseau parce qu'en dehors de l'athéisme, il prêchait aussi le retour à la nature et à l'anarchie naturelle. Telle était l'attitude de ce pieux prieur bénédictin qui avait espéré trouver en Rousseau un allié. Mais Rousseau lui avait répondu qu'il ne pouvait pas être de son avis et qu'il ne lui conseillait pas de publier ses livres. Pourtant, lui disait-il, je ne peux pas discuter avec vous. Et voici ce qu'il lui écrivait. Ce que vous dites me donne du doute,
Et ce doute me donne de l'inquiétude, parce que la vérité que je connais, ou que je prends, ou ce que je prends pour elle, est très aimable, qu'il en résulte pour moi un état très doux, et que je ne conçois pas comment je pourrais changer sans y perdre. Si mes sentiments étaient démontrés, et c'est là où nous voyons le travail de Diderot, si mes sentiments étaient démontrés, je m'inquiéterais peu des vôtres. Mais à parler sincèrement, je suis plus persuadé que convaincu, je crois, mais je ne sais pas. Je ne sais pas même si la science qui me manque serait bonne ou mauvaise, et si, peut-être, après l'avoir acquise, il ne faudrait pas dire pour moi alto quasi celo, lucem ingenuique reperta. Je ne traduis pas, vous êtes de bon latiniste, etc. Donc, vous le voyez, Rousseau se cramponnait à une foi donc sentimentale en lui, mais avait perdu l'autre aspect. Mais plus il vieillissait, plus il tenait à sa foi, et plus les années s'accumulaient, plus son âme se cramponnait à l'idée divine. Et c'est cela que les encyclopédistes détestaient, d'autant plus que dans chaque volume, ils commençaient par accuser les philosophes d'être le pire élément du temps, et même, il en arrivait à dire, comme il le disait dans l'Émile, que le clergé, même s'il n'était pas, le clergé catholique, même si lui n'était pas de son avis, n'avait jamais fait que du bien en France, alors que les encyclopédistes, même si parfois il était de leur avis, ne faisaient que du mal pour le petit peuple. Ainsi, il s'agissait de briser Rousseau. Et comme Rousseau avait une clientèle mondaine assez grande, l'opération fut faite en 2 temps. Premier temps, il habitait dans une petite maison qui appartenait à Madame d'Épinay, laquelle était non pas sa maîtresse, mais son amie sentimentale. On s'arrangea pour que Grimm, l'un des encyclopédistes, devint son amant. Et on s'arrangea pour que Grimm lui voulut imposer à Rousseau d'être le guide et le compagnon de Madame d'Épinay pour aller à Genève. C'était ridicule, c'était idiot. Rousseau à Genève était d'un milieu de petits commerçants et il n'aurait en rien pu aider Madame d'Épinay, qui à Genève allait rencontrer les gens les plus riches et les plus élégants, chez qui elle fréquentait et à qui elle avait loué une maison. Rousseau comprit l'impossibilité, refusa, et les autres lui en firent un drame, un crime, en sorte que là il y eut rupture. Pourtant, l'opération fut ratée. Grimm, Diderot s'y était mis, Voltaire un peu moins. L'opération fut ratée parce qu'à côté de Madame d'Épinay vivait un grand seigneur intelligent et beau qui s'appelait le duc de Montmorency-Luxembourg, le maréchal de Montmorency-Luxembourg. Et le maréchal de Montmorency eut pitié de Rousseau, le trouva sympathique, le recueillit et lui fit un grand succès mondain, ce qui mit Voltaire en rage et ce qui déclencha alors, à partir de ce moment-là, la haine de Voltaire. Si Rousseau n'avait pas confié à Malesherbes le soin de faire publier l'Émile, sans doute tout aurait bien été, car l'Émile aurait paru hors de France et Rousseau n'en aurait pas été chassé. Mais l'Émile paraissant en France, Joliffe Fleury, qui détestait Malesherbes, voulut faire un bon coup à Malesherbes et le coincer comme ayant facilité cette édition. Mais ce fut Rousseau qui fut chassé et ce fut Malesherbes l'essentiel. Ce deuxième coup était donc beaucoup plus réussi. Le troisième le fut aussi, quand ce pauvre Rousseau, sur de mauvais conseils, se confia à Hume pour aller en Angleterre. Et au bout de quelque temps se rendit compte que Hume, qui lui rendait des services, était aussi un espion qui cherchait à pénétrer ses secrets pour les livrer aux encyclopédistes. À partir de ce moment-là, brouille entre Rousseau et Hume publia un pamphlet ignoble contre lui, pendant que Rousseau en publiait 3. Voltaire en publiait 3, Rousseau n'en publia aucun. Voltaire en avait publié un en 62, quand Rousseau était supposé aller à Genève, dans lequel il l'accusait d'avoir tué
la mère de l'infirmière qu'il soignait. Or, cette mère vivait encore, et c'était Rousseau qui payait son loyer. En même temps, il l'accusait d'avoir, et cela c'était une des pointes les plus perfides, abandonné les enfants de la dite personne, sa ménagère. Là, il avait raison. Mais lui, il n'avait pas fait beaucoup bien dans d'autres cas analogues. Donc, les pamphlets de Voltaire étaient un mélange de vérité et de mensonge, et Voltaire s'en fichait parce que jamais il y mettait son nom, et il s'arrangeait pour qu'on croie que ce fut quelqu'un. Rousseau, de cette deuxième bataille, sortit très meurtri. Il fut désormais un homme pourchassé de crainte. Il se sentait, à juste titre, harcelé, menacé, coincé par les encyclopédistes, et jusqu'en 1770, où il revint à Paris, et où il eut le sentiment juste d'une protection lointaine mais efficace du roi. Il eut toujours pour le roi un grand respect et beaucoup de gratitude. Le dauphin également l'avait protégé, et le dauphin lui avait fait donner un passeport, malgré la volonté de Choiseul. Dans ces conditions, Rousseau avait été, au point de vue homme, dans sa force nerveuse, démoli, mais comme artiste, point du tout, car c'est à ce moment tragique de sa vie où il était une loque qu'il écrivit ses deux plus beaux livres, les Confessions, et surtout celui que je trouve le plus beau, les Rêveries du promeneur solitaire, dans laquelle il y a toute une rêverie pour montrer la malpropreté et l'ignominie des philosophes encyclopédistes. Ainsi, dans le XVIIIe siècle, Rousseau, qui n'a jamais été analysé d'une façon intelligente, j'écris un livre sur Rousseau a tout de même fait un travail très actif contre les philosophes, ça a été l'un des plus actifs. Fréron a été l'autre. Fréron a été d'un courage, d'une intelligence et d'une violence incroyable. Chaque fois que Voltaire publiait une ignominie, Fréron le disait. Mais aussi, vous allez voir à quel point il fut persécuté par Fréron et ses amis. Donc en 43-44, il avait attaqué la maçonnerie, lettre à une dame. Un peu plus tard, il avait été mis à la Bastille, mais il en fut libéré. Il put de nouveau créer une revue, et il attaqua Marmontel. Aussitôt, sa revue fut supprimée en 1750. Avec l'aide de la reine, il réussit à fonder une autre revue, et avec la protection de Stanislas Leczinski, il fut les académies de Nancy, de Rome, de Berlin et quelques autres, donc il eut une situation internationale. Cette fois-là, Voltaire commença à combattre contre lui et fit suspendre une première fois sa revue. Et Stanislas l'aida à la faire reparaître, ainsi que la reine, et il publia l'année littéraire qui eut un immense succès. Mais il fut resuspendu en 1754 pour avoir attaqué non même pas Voltaire, mais un philosophe anglais impie qui s'appelait Lord Bolingbroke. L'année littéraire, pourtant, était si lue, si aimée que ses abonnés réclamèrent, et le livre, l'année littéraire, paru de nouveau, eut un énorme succès. Il se permit à ce moment-là de critiquer d'Alembert, qui était le plus faux bonhomme du monde, de nouveau suspendu. Il prit le journal étranger, on lui mit comme censeur un certain abbé Trublet, abbé entre guillemets, lequel coupait dans son journal tout ce qui avait un peu de drôlerie, de violence ou de netteté contre les encyclopédistes. Et puis enfin, il fut chassé du journal étranger. Il relança l'année littéraire avec l'aide de la reine, puis dans un article, incidemment, il critiquait l'Espagne, on en profita pour l'envoyer à la Bastille, en janvier 57. Toutefois, à ce moment-là, Choiseul avait besoin de lui pour rédiger ses mémoires. Et alors, il le fit sortir de la Bastille, et il eut un moment même de prospérité. En effet, Diderot allait publier et allait donner sa pièce Le Fils naturel.
le fils naturel de Diderot avait été copié dans 5 ou 6 pièces espagnoles et autres. Et Diderot savait que Fréron le savait et que Fréron était le seul à le savoir. Aussi Diderot fit-il dire à Malesherbes que vraiment il serait heureux de se réconcilier avec Fréron. Mais Fréron, qui savait pourquoi, dit « Ah non, pas maintenant, plus tard ». Donc, il fit son article où il dénonça le fils naturel et où il écrivit librement pendant quelque temps, car c'était l'époque où l'encyclopédie était suspendue, où, après l'attentat de Damien contre le roi, Malesherbes était obligé de se montrer plus prudent, et tout alla pas trop mal pendant quelques années. Toutefois, Voltaire se déchaînait contre lui. Il publiait une pièce contre lui qui s'appelait L'Écossaise, et il publiait contre lui un livre qu'il ne signait pas, qui s'appelait Anecdotes de Fréron. Et ceci peut vous amuser. Ce livre était tellement malpropre que quand on parla à Voltaire de ce livre, Voltaire dit « Oh, je vais vous tâcher de vous lire, de vous donner la situation. » Voltaire répondit à d'Alembert « Oh, ce livre des anecdotes sur Fréron est tellement grossier et vulgaire que je ne peux pas vous pardonner de me l'avoir attribué. C'est le livre d'un manœuvre des styles. » Donc, Fréron était attaqué, mais tout de même, il se maintenait. C'est également l'époque où Gilbert commence à publier et où, un peu partout, l'année littéraire grandit, bien que le développement de l'impiété et les livres impies, c'est l'époque où Helvétius publie l'Esprit, c'est l'époque où d'Holbach publie le système de la nature, donc c'est une époque où il semble que l'impunité des encyclopédistes soit plus grande que jamais, mais aussi, pendant quelque temps, Fréron peut publier. Enfin, il fut suspendu encore une fois en 1774. Il commençait à vieillir, il commençait à être là, et comme il était également mis à la Bastille, il eut une année très dure. Sa femme et ses 2 fils étaient dans la misère. La reine les secourut et obtint qu'il reprît la thèse littéraire. Il put l'éditer jusqu'en 1976. Là, de nouveau, Voltaire obtint qu'on lui supprimât l'année littéraire, qu'on lui ôtât son privilège. Quand il apprit cette nouvelle, il était fatigué et malportant, il eut une attaque et il en mourut. Voilà donc un homme qui est mort en travaillant et en luttant. Vous voyez, messieurs, la violence des luttes littéraires. Vous voyez aussi à quel point les encyclopédistes étaient capables de se servir du pouvoir, ou plutôt de l'administration. Et il ne faut jamais confondre les deux choses. Le pouvoir est beaucoup moins puissant que ne l'est l'administration. En ce moment-ci, par exemple, vous avez en France un pouvoir d'apparence assez libéral, alors que l'administration est aux 2/3 marxiste. Et il y a cet énorme écart maintenant, il y avait déjà au XVIIIe siècle cet énorme écart entre le pouvoir royal traditionnaliste et l'administration déjà entre les mains des philosophes. Cela vous explique mieux ce qui a pu se produire à la Révolution. La violence des luttes littéraires et des luttes philosophiques a été en France, a eu en France le résultat que la haute société a été presque entièrement déchristianisée et excitée contre la monarchie. Un autre milieu a été également touché, c'est le milieu du palais et des hommes de loi. La monarchie voulait réformer les parlements qui étaient en effet un système vieillot, trop lent et trop coûteux de rendre l'administration. Aussi les parlements, de plus en plus, bien qu'ils fussent souvent composés d'hommes
chrétiens, les parlements de plus en plus s'imprégnaient des doctrines philosophiques et anticatholiques et anti-royales. La Révolution, comme je vous l'ai montré, comme ceux qui ont bien voulu lire mon livre sur la Grande Révolution ont pu le lire, a été lancée par la haute noblesse et les gens de loi, Adrien Duport en particulier. Tout cela a été préparé avec beaucoup de soin par l'encyclopédie. Fréron le leur disait, Fréron leur écrivait, de votre travail sortiront des torrents de sang. En Europe, également, la haute noblesse a été touchée, mais elle ne jouait pas le même rôle qu'en France, elle n'avait pas la même importance à cause de la forte structure du despotisme russe et de l'organisation anarchique de la Pologne qui disparut dans ce jeu-là. La véritable pénétration des idées de l'encyclopédie en France se produisit entre 1810 et 1840. Si vous regardiez les éditions, vous voyez qu'au XVIIIe siècle, si on éditait un livre à 500 exemplaires, c'était beaucoup. Mais à partir de 1810 et jusqu'à 1840, Diderot, Voltaire, D'Alembert, Helvétius, d'Holbach eurent des dizaines d'éditions, chaque fois à 5 ou 6 000. Et cela veut dire que la pénétration de ces idées se fit dans les masses bourgeoises. Et que, alors qu'à Paris, allaient à la communion le dimanche les 2/3 des hommes de la paroisse, en 1830 n'allaient à Paris à la communion que les femmes et moins d'1/100 des hommes. La déchristianisation avait graduellement gagné les classes bourgeoises et elle s'était incrustée dans ces milieux qu'on appelle les professions libérales, qui jusqu'alors avaient été très traditionnalistes et qui pour la plupart le sont revenus. Mais ceci est une toute autre histoire, et une histoire assez compliquée et une histoire assez ambiguë. Je vais vous dire 2 mots maintenant pour terminer des autres champions de la tradition contre l'encyclopédie, moins important du reste. Il y a un certain abbé, l'abbé Sabatier de Cabre, qui publia une série de volumes jusqu'en 1777 contre l'encyclopédie. Également, un laïc qui s'appelait Clément de Dijon, qui après avoir été encyclopédiste, en 1773, publia Réponse de Boileau. Gilbert avait eu un très grand public et jusqu'à sa mort, il a été très couru. On peut dire même que grâce à ses écrivains et grâce à ce qu'avait fait Fréron, il y eut une sorte de réaction anti-encyclopédique à partir de 1880 dans le monde des lettres. Et que les jeunes écrivains, je ne parle pas seulement de Rivarol, mais si vous voulez, je parle des écrivains aussi doués que Bernardin de Saint-Pierre et toute une série d'autres, étaient beaucoup plus près de Rousseau qu'il n'était près de l'encyclopédie, sur le plan intellectuel et même sur le plan moral. C'est vous dire que le travail de l'encyclopédie en France avait surtout porté sur le milieu social des grands nobles et beaucoup moins sur le milieu des écrivains qui avaient fini par les trouver ennuyeux et grossiers, et même moins sur les milieux bourgeois. Je crois que nous n'avons plus que 10 secondes et c'est trop peu pour vous pauvres.